Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Je vous l'avais dit, j'en ai deux à tourner aujourd'hui. J'ai tourné le premier que vous avez eu il y a quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas, et je tourne le deuxième à la suite. Et ben comme dans le dernier update lecture, du coup, j'ai deux abandons et deux livres que j'ai terminés et que j'ai vraiment bien aimé. C'était très cool. Mais là, du coup, la dernière fois, ça avait alterné. Genre un livre que j'ai lu, terminé, un livre que j'ai abandonné, tout ça. Là, on va commencer par les deux abandons comme ça c'est fait, et on terminera par les deux livres que j'ai aimé. Les deux, enfin, le premier abandon, j'en ai parlé en vlog. Je vais à peu près redire la même chose parce que c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné ce livre en fait. Il n'y a pas de. Voilà. Mais bon. Les autres, je crois que j'en ai. Il y en a deux, j'en ai pas parlé en vlog. Je sais plus. Bref, on y va, c'est parti. Le premier, c'est donc Le Grimoire d'Argent, le tome 5 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs. Et ça me fait mal d'abandonner cette saga. Mais je refuse de me forcer à la lire, ça ne va pas, c'est pas possible. J'ai dû lire, j'ai retiré le marque-page, je crois, oui c'est ça, j'ai retiré le marque-page. J'ai dû lire même pas 50 pages, parce que vraiment j'y arrive pas. Je lis pour le plaisir, je lis parce que ça me divertit, parce que ça me détend, parce que parfois ça me fait réfléchir, parce que ça m'apporte quelque chose de positif. Et là, c'est pas le cas, c'est plus le cas en fait. Je me suis un peu forcée à aller au bout du tome 4 en me disant que j'avais adoré le premier tome, que c'était juste un tome qui était moins bien, que je trouvais pas intéressant, pas bien construit, pas bien fait, mais que ensuite ça irait mieux dans les tomes suivants, 5, 6 et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, je commence ce livre, donc ce tome 5, en espérant que ça va aller, en me disant que le tome 4 était juste une espèce d'erreur de parcours dans ma lecture pour moi, et ça passe pas. En fait, ça ne passe pas. Je n'y arrive pas. Je passe mon temps à relever tout ce qui me dérange, tout ce qui va pas, tout ce que je trouve mal fait, mal écrit, mal construit. Je trouve qu'on tourne en rond. En plus, comme c'est souvent le cas dans les longues sagas comme ça, évidemment, au début de ce tome 5, on nous repose le contexte, à savoir, Mercy Thompson est une coyote-garou, elle côtoie les loups-garous, donc on reprend un petit peu vite fait la meute, les enjeux de la meute et des personnes qui font partie de cette meute, des loups-garous, tout ça, tout ça. On nous parle un petit peu vite fait des vampires, on nous rappelle un petit peu vite fait toute cette histoire de faillite, toute cette espèce de guerre qu'il y a un petit peu entre tout le monde. On nous reparle vite fait de ce qui s'est passé dans le tome 4. Enfin, c'est normal hein, dans une saga aussi longue qu'au début du tome, l'autrice te repose le contexte, les bases. Sauf que ça me gonfle en fait. Vraiment, ça me gonfle. Je m'ennuie, je me fais chier, ça m'agace, il se passe rien. Et ce qui m'a fait abandonner le livre et la saga, c'est que je commence à trouver Mercy Thompson insupportable. Et là, c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire que je peux pas. Je suis dans la tête de Mercy Thompson en tout cas. Je sais pas si c'est écrit du point de vue du jeu ou pas. Oui, apparemment oui. Donc on est dans sa tête à elle. L'histoire est racontée du point de vue de Mercy Thompson. Notre personnage principal, c'est elle qu'on suit. Du coup, à partir du moment où elle commence à me taper sur le système, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc, voilà, pour moi, le tome 4 est un scandale. Vraiment, ce tome 4, c'est nul. Vraiment, ce tome 4, je ne comprends pas pourquoi l'autrice a fait un tome 4 pareil, pourquoi elle a fait un tome tout court pareil. Enfin, vraiment, c'est juste pas possible. Et j'y arrive pas en fait, j'arrive pas à passer au-dessus, j'arrive pas à faire avec, j'arrive pas à retrouver ce que j'ai aimé dans les premiers tomes, je n'y arrive pas, vraiment je n'y arrive pas. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, je trouve ce début extrêmement long, extrêmement lent. Elle insiste et elle répète encore ce qui s'est passé dans le tome 4 et elle te rappelle les blablabla, les trucs. C'est bon en fait, enfin, vraiment, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc tout simplement, je me suis dit que ça ne servait à rien d'insister. Ça m'embête d'abandonner cette saga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les premiers tomes, mais je pensais avoir enfin trouvé une héroïne et une saga de Beatlit qui font concurrence un peu à Charlie Davidson de Derrida Jones. C'est un peu ma référence en Beatlit, c'est ma saga de Beatlit préférée. Et j'ai énormément de mal à trouver une autre saga de Beatlit qui tienne la comparaison. Je pensais que Mercy Thompson, ça serait le cas et ça s'est cassé la gueule en fait. Voilà, ça s'est cassé la gueule, c'est comme ça. C'est un peu comme si. Je sais pas, ça a été un début génial et d'un coup c'est nul. Voilà. C'est pas le mot que je voulais dire, mais je reste polie. Donc voilà, du coup je n'ai pas lu ce tome là et je ne continuerai pas parce que en fait déjà j'ai fait quelque chose que je fais rarement. J'ai commencé ce livre en essayant de l'aimer. Mais ça marche pas comme ça en fait. Enfin, c'est ridicule de faire ça, ça ne marche pas comme ça. Donc tant pis, j'abandonne cette saga, je n'irai plus de Mercy Thompson. Peut-être que je lirai du Patricia Briggs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne passe pas. C'est pas possible. Donc voilà. Et j'écoutais You Kissed Me First de Carly Pearce.
pour cette saga. Le deuxième, c'est Will and Will de David Levitan et John Green. Je ne me rappelais plus pourquoi je l'avais abandonné la première fois. J'ai voulu retenter de le lire et je me rappelle maintenant très bien pourquoi je l'ai abandonné la première fois. C'est aussi pour ça que je l'ai abandonné cette fois-ci. Voilà, donc on y rencontre Will, t'es con André, Will qui en gros on suit sa petite vie, il va au lycée, il a ses amis, machin et tout. Voilà, on suit son petit quotidien, au début ils apprennent par hasard, alors ça m'a fait mourir de rire mais bref, par hasard qu'il y a un concert top secret dont personne ne doit être au courant, qui a lieu dans un espèce de petit bar paumé et donc ils y vont avec ses amis. Et je trouve le livre, c'est très maladroit, c'est très mal écrit, c'est très mal construit, ça ne va pas en fait. Vraiment. Donc le sujet principal du livre, c'est que c'est l'homosexualité en fait. C'est que voilà, on va avoir deux garçons homosexuels, donc du coup qui se rencontrent, qui blablabla, sont amoureux, tout ça. Mais c'est très maladroit, je trouve ça très mal fait. Vraiment, c'est. En fait, l'intégralité du livre, l'intégralité de l'histoire, de ce qui est construit, de ce qui est mis en place, de ce qui est dit, chaque mot, chaque phrase est là pour te dire ah oui ça va être ça va être une relation homosexuelle, ah oui ça va être une relation, tout est tourné là-dessus, vraiment il n'y a que ça dans ce livre. C'est mal fait, franchement je trouve ça extrêmement mal fait, extrêmement malsain en fait, c'est pas bien du tout. Pour avoir lu Heartstopper qui sont juste derrière moi actuellement, dans Heartstopper c'est le cas, je veux dire dans Heartstopper on a une romance homosexuelle entre deux garçons, deux jeunes hommes qui vont au lycée, mais le livre n'est pas entièrement tourné là-dessus. Tu vois, les personnages ne sont pas entièrement définis par ça, leur sexualité. Parce que les seules questions qui se posent dans ce livre et dans ce début de livre, c'est leur sexualité. Est-ce qu'elle est homosexuelle? Est-ce qu'elle est bisexuelle? Est-ce qu'elle est hétérosexuelle? Est-ce qu'elle a un copain? Est-ce qu'elle a une copine? Alors je sais bien que c'est une question que tu te poses quand tu as cet âge-là et que c'est à ce moment-là que tu essayes de comprendre ce qui se passe pour toi et vers quoi tu vas te diriger pour tout le reste de ta vie au niveau amour et sexualité. Ok, d'accord, très bien. Mais dans ton quotidien, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, à chaque pas que tu fais dans la rue et dans le lycée, t'as pas que ça en boucle dans la tête. Ce n'est pas vrai en fait. Je veux dire, j'ai été ado, merci bien. C'est pas vrai. T'as pas que ça dans la tête à 100% de ta journée. Il se passe d'autres trucs, il y a d'autres trucs intéressants qui t'arrivent. Et chaque événement qui se passe n'est pas tourné vers est-ce qu'elle est homosexuelle, est-ce qu'elle a une copine, est-ce qu'elle me voit, est-ce qu'elle me parle, est-ce que je lui plais, est-ce que... Oui, c'est beaucoup, c'est très présent, c'est très important dans ta vie, à cet âge-là et à ce moment-là de ta vie. Ok, très bien, mais qu'on arrête de me prendre pour une conne, c'est pas 100%. En gros, leur cerveau n'est tourné que vers ça. Il n'y a que ça dans leur cerveau. Ils ne parlent de rien d'autre, ils n'expriment rien d'autre, il n'y a rien. Donc au bout d'un moment, j'étais là, c'est nul en fait. Et ensuite, c'est extrêmement vulgaire. Franchement, je n'exagère pas. J'en bafouille, mais c'est pas de l'exagération. Toutes les 10 lignes, il y a un grand mot. Et un grand mot qui sert à rien. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est face à des adultes qui essayent de s'exprimer comme des jeunes, mais c'est raté en tout cas. Vraiment, c'est mal fait. C'est pas comme ça que les jeunes s'expriment de nos jours. Même si les jeunes sont plus vulgaires, entre tes 12 et tes 15 ans, t'es plus vulgaire qu'entre tes 20 et tes 30 ans, par exemple, tu vois. Mais faut arrêter de déconner, les jeunes ne s'expriment pas comme ça. Ils s'insultent à longueur de temps. Je vais essayer de vous trouver une phrase. Ah j'ai aussi retiré mon marque-page. Mais pareil, j'ai dû lire une cinquantaine de pages, je pense. Je vais essayer de vous trouver une phrase. Vraiment, ça sera un exemple. Et sachez qu'il y a ça toutes les 10-15 lignes, à peu près, dans le livre. Bon, voilà, sur une même page, j'ai trouvé deux. Alors, il y en a une, c'est une insulte gratuite et totalement ridicule. Et l'autre, c'est un acte de violence. Et c'est ça tout le temps. Vraiment, c'est vulgaire, c'est grossier, et moi j'ai le sentiment que c'est des adultes qui essayent de s'exprimer à la Jones, mais c'est raté, c'est nul, vraiment c'est nul, bref, le truc avec Tiny Cooper, ou Tiny Cooper, je ne sais pas, c'est qu'on ne peut rien lui chuchoter à l'oreille vu que cet enfoiré mesure près d'1,90 m. Il parle de son meilleur ami quand même, je sais pas, alors oui c'est une phrase sortie de son contexte, mais c'est ça tout le temps, vraiment tout le temps, et un peu plus loin. Donc, je lui fais remarquer qu'il avait lui-même à peu près 11 542 nanas en seconde. Alors déjà, cette exagération vraiment. Bref, et il me frappe le bras. Voilà. Franchement, c'est ça tout le temps. Toutes les 10 lignes, il y a une insulte ou un acte comme ça de une frappe. Je sais pas. Moi, ça me dérange. Je sais pas. Je peux pas m'attacher à des personnages comme ça. C'est pas possible. J'y arrive pas. Donc, très rapidement, je me suis rappelé de pourquoi j'avais pas lu ce livre la première fois. Et du coup, je ne l'ai pas lu non plus. Je ne peux pas. C'est pas possible. Voilà.
On passe du coup au livre que j'ai terminé et que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment cool. Donc le premier c'est Léo, le tome 1 de Mia Sheridan. Je l'ai pris sur un coup de tête, hein. Il n'était pas du tout dans ma palle de mars-avril, mais j'avais envie de le lire, j'avais envie d'une romance, un truc léger, un truc fun. Donc je l'ai pris et je l'ai lu, et franchement c'est très cool. C'est pas la romance génialissime qu'il faut absolument lire, il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, mais en soi j'ai passé un bon moment, je l'ai lu en 2 jours, c'était très cool, voilà. On y rencontre une jeune fille qui s'appelle Evie, et en fait elle était avec Léo, qui donne son titre au livre, ils étaient tous les deux dans une espèce de maison famille d'accueil, parce que ils ont été sortis de leur famille, vu que je crois que leurs parents sont toujours vivants, mais ils n'étaient pas capables de s'occuper d'eux, et clairement c'était pas bon pour eux en tant qu'enfants de rester dans ces maisons-là, donc le système et l'organisme qui s'occupe des enfants dans ces cas-là les a sortis de leur famille et les a enlevés à leurs parents pour les mettre en famille d'accueil parce que c'était mieux pour eux. Et donc voilà, ils se rencontrent là-bas, ils passent quelques mois, quelques années ensemble dans une espèce de maison où il y a plusieurs enfants en transition en attendant qu'une famille les adopte réellement. Et voilà, ils passent quelques mois ensemble. Et puis Léo est adopté et donc s'en va. Évidemment, ils se promettent qu'ils vont rester en contact, machin, blabla, sauf que c'est pas le cas. Et des années plus tard, on retrouve Evie. Je crois qu'elle est à New York ou dans une grande ville comme ça en tout cas. Et donc voilà, elle a sa petite vie tranquille, elle est sortie du système, elle a trouvé un travail, elle a son petit appart, son indépendance, elle se débrouille comme elle peut. Et vu d'où elle vient et vu tout ce qui s'est passé dans sa vie quand elle était plus jeune, elle a réussi. En fait, elle n'a pas une réussite de dingue non plus, mais elle a réussi à s'en sortir en fait tout simplement. Et au début du livre, il y a un homme qui la suit. Très bizarre, on ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas qui c'est. Il la suit et au bout d'un moment elle dit bon ça suffit maintenant, ce psychopathe ne va pas me suivre toute ma vie, c'est un moment donné stop. Et donc elle le piège et en fait elle s'arrange pour lui faire croire qu'elle va à un endroit pour qu'il la suive et elle arrive par derrière pour lui dire oh gars qu'est-ce que tu fous là. Voilà, en gros c'est ça. Et donc là il va lui expliquer qu'il est envoyé par ce fameux Léo parce que blablabla. Et donc voilà, ils vont commencer à échanger, à discuter et l'histoire commence comme ça. Vraiment, c'est une romance que j'ai beaucoup aimée, c'était vraiment très cool. Le personnage masculin, je le trouve un poil. Il a un petit syndrome de supériorité qui fait que ça me dérange au niveau de leur relation, mais pas tant que ça. Franchement, c'était pas tant que ça. Peut-être que c'est moi qui l'interprète comme ça, je sais pas. Mais vraiment, j'ai bien aimé. C'était très cool. Hein, vraiment, je l'ai dit, je l'ai lu en 2 jours. J'ai passé un super moment. L'autre truc qui m'a un peu dérangé, parce que c'est un principe avec lequel j'ai vraiment énormément de mal en littérature, c'est que on a donc l'histoire qui se passe quand Evie est adulte. Et de temps en temps, on a un chapitre où c'est l'histoire de Evie et Léo quand ils étaient ados. Et ce principe de narration alternée entre les temps, c'est un truc, j'y arrive pas vraiment, c'est un truc que j'aime pas en littérature. Bon là, c'est pas vraiment un chapitre sur deux, on est principalement avec Evie en tant qu'adulte, et de temps en temps, pour bien qu'on comprenne leur histoire et ce qui s'est passé avec Léo à l'époque, on a l'histoire de leur adolescence dans cette maison. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça ouf parce que c'est un truc que j'aime pas. Mais globalement, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais continuer. En fait, c'est une saga. Je sais pas trop quel est le lien entre chaque tome à chaque fois. Parce que j'ai lu La Promesse, qui est le tome 9, je crois. Et de ce que je me souviens, il y a zéro lien avec ces personnages-là. Voilà. Mais je vais quand même les lire dans l'ordre. Par contre, je suis pas sûre de lire le tome 2 parce que le tome 2, c'est exactement la même histoire. Donc quand ils sont jeunes, machin et tout. Mais du point de vue du personnage masculin. Donc je vois pas trop l'intérêt de relire la même histoire. Ça va me gonfler. En plus, comme le personnage masculin, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Je pense que pour le coup, je sauterai le tome 2 et j'irai au tome 3. Voilà, bref. Mais voilà, c'est une romance contemporaine plutôt sympathique et j'ai passé un très bon moment. Et enfin, j'ai lu Les Mystères de Harper Connery, le tome 1, Murmure d'outre-tombe de Charles Harris. Et franchement, j'ai adoré. Je crois que je l'ai expliqué en vlog. J'avais peur de lire ce tome 1 parce que donc c'est une autre saga écrite par Charles Harris. Charles Harris, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui a écrit La Communauté du Sud, qui a inspiré la série True Blood. Et donc en fait, La Communauté du Sud, c'est sa saga titre, sa saga phare. C'est un peu le Harry Potter de Charles Harris. Vous voyez, c'est la saga qu'elle a écrite, que beaucoup de monde a lu, que beaucoup de monde connaît. C'est un peu considéré comme sa meilleure saga du coup parce que c'est sa plus connue et sa plus lue. Et moi j'ai abandonné La Communauté du Sud parce qu'il y a plein de petites choses qui me dérangeaient. Donc j'ai fini par me dire stop en fait. J'ai pas envie de continuer dans cette saga. Et du coup, commencer une deuxième saga d'une autrice alors que t'as pas aimé sa saga phare, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si tu lisais
le dernier livre qu'a écrit, pour en revenir avec ma comparaison, c'est un peu comme si tu disais le dernier livre qu'a écrit J.K. Rowling, un truc jeunesse là, la couverture est verte, je sais plus comment ça s'appelle, alors que t'as pas aimé Harry Potter, tu vois, tu te dis mais si j'ai pas aimé la saga que tout le monde a aimé, il y a peu de chances que j'aime celui-là qui est moins connu, moins lu et moins reconnu, tu vois. C'est un peu le sentiment que j'avais en commençant ce livre-là, et pas du tout. J'ai adoré l'ambiance, le personnage, tout. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Peut-être parce que c'est un poil plus trash que la communauté du Sud, même si on y parle de vampires dans la communauté du Sud. Ici, on est plus avec des. C'est même pas des fantômes, c'est des squelettes. Vraiment, des cadavres. Vraiment, on est avec ça. En fait, on suit donc Harper Connelly qui se balade un petit peu à travers les États-Unis avec son frère. Et en fait, elle est appelée dans plusieurs villages, plusieurs villes, ça dépend. Et en gros, elle est capable de retrouver les morts. C'est-à-dire que si au début c'est ce qui se passe, on lui dit voilà, dans cette forêt, il y a une jeune fille qui a disparu. On suppose qu'elle est morte, mais on ne sait pas où elle est dans cette forêt. Et donc, comme la forêt est un endroit assez fermé, petit, elle va se balader dans la forêt jusqu'à sentir la présence du cadavre de cette jeune fille. Et donc, elle va retrouver cette jeune fille morte. Ce qui est un peu con, c'est que ça marche qu'avec les morts. Elle peut retrouver que les personnes mortes, les personnes vivantes, elle ne peut pas. Et il faut vraiment un territoire restreint. Genre, tu peux pas lui dire bah, dans l'état du Nevada, il y a telle personne qui a disparu, vas-y, cherche. Bah non, elle va y passer des années et elle ne trouvera jamais, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut quand même un endroit restreint, mais elle peut aider. Et normalement, dans son rythme de travail, elle va dans une ville, elle retrouve le cadavre qu'on lui demande, ou elle le cherche et elle ne le trouve pas, et elle s'en va. Et elle reste pas pour l'enquête, savoir comment il est mort, non, elle reste pas, elle s'en va. Mais là, elle va être obligée de rester parce que c'est un petit village assez conservateur, et de un, les gens trouvent honteux qu'elle se fasse payer pour ça, alors que bah, c'est son travail en fait. Enfin, je veux dire, elle rend un service, donc c'est normal qu'on la paye. Mais les gens, ils sont là en mode oh là là, tu trouves les morts et tu te fais payer pour ça, t'as pas honte. Bref. Et du coup, il y a toute une histoire de. Enfin, toute une question de comment elle l'a retrouvée, est-ce qu'elle est liée, est-ce qu'elle le fait exprès. En plus, elle trouve un autre cadavre, enfin, on l'amène aussi à un autre endroit où quelqu'un est mort. Et on supposait qu'il était mort d'une certaine façon. Et elle dit non, 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 il n'est pas mort comme ça, il est mort comme ça. Et du coup, bah, les gens sont là en mode mais meuf, t'es qui pour changer nos théories et nos conclusions comme ça, enfin genre pas possible en fait. Et du coup elle va être obligée de rester sur place et elle va finir par se faire harceler parce que la personne qui a tué la jeune fille ne voulait pas qu'on la retrouve, évidemment. Bref, et franchement je me suis pris au jeu de savoir pourquoi on l'avait tué, il y a d'autres personnes qui disparaissent, qui sont agressées et tout, et franchement je me suis pris à l'enquête de mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qui a fait ça, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire, vraiment j'étais à fond. Je pensais pas aimer autant et vraiment j'ai adoré, c'était très cool. Alors l'ambiance est assez gore, assez trash parce que on parle quand même de squelettes et de morts, hein, voilà. Mais vraiment j'ai adoré, c'était vachement bien. Je vais lire j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, je vais les lire rapidement c'est sûr. Franchement j'ai adoré, c'était vachement bien et je préfère 1000 fois pour l'instant Harper Connelly à Sookie Stackhouse, donc qui est le personnage principal de la communauté du Sud. Après, je m'emballe pas trop, enfin j'essaye de pas trop m'emballer parce que j'avais aussi bien aimé le premier tome de la communauté du Sud et après c'était parti en live. Mais bon, j'aime déjà beaucoup plus l'ambiance qu'il y a ici que celle de la communauté du Sud. Donc, bref, voilà. J'écoute quoi? J'écoute. Ah oui, bon, je vais le dire en la française parce que j'ai la flemme de dire les chiffres en anglais. Donc, j'écoute 2002 de Anne-Marie. Voilà. J'ai l'impression que cette deuxième lecture est plus court que les autres, mais bon, c'est pas très grave. J'espère qu'il vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!